Je donne la parole à Madame Christine Bière, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. Elle va nous parler sur le terrorisme au XXe et XXIe siècle, une arme dans la guerre irrégulière qui se livre des États. Pour les journalistes, nous avons certains documents de presse qui sont à votre disposition. Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet très important. En fait, pour résumer mon intervention, elle porte sur les 28 pages qui pourraient mettre fin au terrorisme anglo-saoudien. Alors, depuis toujours, les attentats terroristes majeurs, ceux dont les conséquences bouleversent l'ordre mondial ou font basculer les nations dans l'horreur de la guerre, ont toujours été orchestrés par les États ou des forces institutionnelles puissantes qui en contrôlent la politique. Et là, je ne parle pas du terroriste de base, dont parlait M. Ladouce, celui enragé, qui est désespéré et qui va être la proie de manipulation sur les parts des agences qui sont plus importantes que lui et le manipule souvent. Dans la période allant de la guerre menée par les Occidentaux contre l'URSS en Afghanistan, donc entre 1979 et 1989 jusqu'à aujourd'hui, le terrorisme international a été en effet dominé par des éléments djihadistes dont la trace des financements remonte presque toujours à deux parrains immensément riches, l'Arabie Saoudite et le Qatar, et à leurs commanditaires occidentaux, le Royaume-Uni, les États-Unis et leurs affidés. La piste saoudienne, comme ça a été dit, ça a été évoqué dans les attentats du 11 septembre, dans le Nord-Caucase et en Asie centrale contre la Russie, dans la guerre menée par les Occidentaux contre la Libye et la Syrie, aujourd'hui dans les tueries de Daesh en Irak et en Syrie. Et le système est bien rodé, et on connaît désormais les commanditaires, les acteurs et les cibles de ce terrorisme. Exemple, c'est le 4 décembre dernier, jour où Vladimir Poutine devait prononcer son discours annuel devant le Conseil de la Fédération. Un émirat du Caucase lançait une violente attaque à Grozny en Tchétchénie, provoquant une dizaine de morts et 28 blessés. Montrant qu'il connaissait parfaitement la source de cette attaque, M. Poutine rappela dans son discours le jour même, et je le cite, la politique d'endiguement menée par les Occidentaux contre la Russie dans les années 1990 et 2000, lorsqu'ils soutenaient la rébellion tchétchène. Et Poutine déclarait: nous nous souvenons bien de l'identité et des procédés de ceux qui, presque ouvertement, ont soutenu à l'époque le séparatisme et même le terrorisme pur et simple en Russie, désignant comme des rebelles, des meurtriers dont les mains étaient tachées de sang et organisant pour eux des réceptions de haut niveau. Le soutien occidental au séparatisme en Russie, incluant un soutien informationnel, politique, financier, en plus du soutien des services spéciaux, était absolument évident et ne laissait aucun doute sur le fait de ce qui serait heureux de laisser la Russie suivre la voie de la Yougoslavie dans la désintégration et le démantèlement, avec toutes les retombées tragiques que cela entraînerait pour le peuple russe. Le 7 décembre dernier, donc, réponse du berger à la bergère, un article signé par Ilan Berman paraissait dans la revue Foreign Affairs du Conseil des Relations étrangères de New York, une institution fondée en 1921 par Allen et John Foster Dulles pour coordonner au plus haut niveau les politiques de l'oligarchie anglo-américaine. Et là, dans cet article intitulé « Pourquoi la Russie devrait craindre le terrorisme ?», Berman annonce avec une prescience étonnante ce que, je cite, « la Russie pourrait devenir prochainement un théâtre important pour l'État islamique ». Cette organisation, dit-il, a reçu beaucoup de soutien de militants du Nord-Caucase et pourrait en recevoir bien plus, étant donné la décision annoncée par l'État islamique de commencer à concentrer son attention sur l'espace post-soviétique. Et Berman évoque ensuite le rôle qu'aurait pu jouer le chef militaire d'État islamique, Abu Ammar al-Shishani, un commandant géorgien qui avait promis d'éliminer Poutine, mais des sources russes, on apprend en novembre qu'il a été tué en Syrie. Mais même si partout l'on accuse désormais l'Arabie Saoudite, le Qatar et leurs parrains anglo-américains, les organisateurs de ce terrorisme de plus en plus sanguinaire n'ont jamais été conduits devant les tribunaux de l'humanité
et on en reste au niveau des accusations, des on-dit, des informations qui circulent uniquement parmi les spécialistes, comme nous sommes ici dans cette salle. D'où l'importance de mes propos. Aujourd'hui, je ne vais pas vous livrer une énième hypothèse sur le terrorisme, je vais vous parler d'un combat qui a cours actuellement aux États-Unis et qui pourrait être décisif, car il pourrait établir les preuves de la participation de l'Arabie saoudite aux attentats du 11 septembre et obliger ainsi les États-Unis à rompre ses relations privilégiées avec ce pays et d'autres qui pratiquent la même politique. Ce combat, mené par un groupe de patriotes particulièrement actifs, mais qui est minoritaire, au cœur même de l'Empire, mérite toute notre attention et notre soutien. Si le rapport de la commission officielle d'enquête sur les attentats du 11 septembre, dirigé par Thomas Keane et Philip Zelikow, s'est employé à enterrer la vérité, ce n'est pas le cas de l'enquête menée en 2002 par la commission parlementaire bipartisane sur les failles du renseignement américain dans les attentats du 11 septembre, c'est son titre, commission qui était coprésidée par l'ancien sénateur démocrate de Floride, Bob Graham. Cette commission a réellement fait son travail et publié un rapport en 2002. Mais voilà que le président de l'époque, George W. Bush, a décidé de frapper du sceau du secret défense les 28 pages qui contiennent les informations les plus sensibles, celles qui permettent de remonter aux sources de financement des pirates de l'air lors de leur séjour aux États-Unis dans les mois qui ont précédé les attentats. Et toutes les pistes mènent vers l'Arabie saoudite et son ambassadeur aux États-Unis à l'époque, le prince Bandar bin Sultan. Le sénateur Bob Graham n'a jamais avalé la décision de George W. Bush de ne pas publier ces pages. Et encore moins le fait qu'Obama, qui avait pourtant promis lors de sa première campagne présidentielle de le publier, encore moins qu'il ne tienne pas sa parole. Pire encore, le 29 mai 2009, à la veille d'une visite en Arabie saoudite, Obama a demandé à la Cour suprême de justice des États-Unis de confirmer la décision d'une cour d'appel interdisant aux familles des victimes des attentats de poursuivre des fonctionnaires saoudiens ou des membres de la famille royale qui bénéficient tous aux États-Unis d'un statut d'immunité qui leur accorde la loi. Depuis, Bob Graham mène campagne pour que ces 28 pages soient publiées, convaincu, comme il l'a dit dans un entretien le 19 novembre au site du comité d'action politique de Lyndon LaRouche, qui soutient activement son action, que si l'on avait pu prouver le rôle de l'Arabie saoudite dans les attentats du 11 septembre, l'État islamique, Daesh, n'existerait pas aujourd'hui. On pourrait en finir militairement avec Daesh, a-t-il dit, mais ce serait une victoire à la Pyrrhus si, peu de temps après, un autre groupe émergeait, nourri au même abreuvoir dont sont sortis Al-Qaïda et l'État islamique. Il faut souligner que Bob Graham n'a rien d'un conspirationniste. Il a pris sa retraite en 2005, après avoir exercé des mandats électifs pendant 38 ans, d'abord à la Chambre des représentants et au Sénat de Floride, ensuite en tant que gouverneur de Floride, où 2 mandats ont fait de lui, c'est le gouverneur le plus apprécié de cet État. Enfin, au Sénat des États-Unis, où son mandat a duré 18 ans. Lors des attentats du 11 septembre, Graham présidait la prestigieuse commission restreinte du renseignement du Sénat, où il siégeait depuis 10 ans. En 2004, il publia un ouvrage, Questions de renseignement, où, tout en évitant soigneusement de violer le secret défense, il expose certaines découvertes de la commission bipartisane. En 2010, il publia un roman où il pointe un doigt accusateur sur les accords de vente d'armes contre le pétrole signés par la compagnie britannique British Air BAE et l'Arabie saoudite en 1985 et qui ont permis au prince Bandar de constituer une vaste caisse noire pour financer les menées de djihadistes contre les ennemis de l'empire anglo-américain. Pour Graham, à l'ombre d'un doute, ce sont les relations trop proches entre la famille Bush et le royaume saoudien qui expliquent la mollesse de la réaction américaine. Au fur et à mesure que de nouveaux djihadismes de plus en plus violents apparaissent, cependant, d'autres responsables américains ont rejoint son combat. Le 3 décembre 2013, le député Walter Jones, républicain de Caroline du Nord, et Stephen Lynch, démocrate de Massachusetts, ont déposé la résolution HCR 428 à la Chambre des représentants nationale pour obtenir la déclassification de ces 28 pages. Depuis, ils ont été rejoints par Thomas Macy, républicain du Kentucky, et par 19 autres élus.
Ils sont désormais 20, 10 démocrates et 10 républicains, donc à demander la déclassification. L'ancien sénateur est aussi fortement épaulé par les victimes du 11 septembre, dont l'association Famille Unie pour la justice contre le terrorisme, co-présidée par Terry Strada, dont le mari avait été tué dans les attaques contre les Twin Towers. D'autres enquêteurs sont venus renforcer le dossier présenté par Bob Graham et collaborent étroitement à cet effort pour déclasser ces documents. Il s'agit de l'auteur Anthony Summers, de Dan Christensen, éditeur d'un site en Floride qui s'appelle le Broward Bulldog, et de son avocat Thomas Julian. Alors, que révèlent ces 28 pages et au-delà les rapports de ces enquêteurs? Le rapport de la commission bipartisane s'est intéressé à 2 des 19 pirates de l'air ayant participé aux attentats du 11 septembre qui s'étaient installés à San Diego en Californie. Ces 2 hommes, Nawaf al-Hamzi et Khalid al-Mindar, sont arrivés à Los Angeles en 2000 où ils ont été accueillis par 2 Saoudiens, Osama Basnan et Omar al-Bayoumi. Omar al-Bayoumi était un agent connu de la Direction générale du renseignement saoudien. Il était en Californie pour espionner les étudiants français qui arrivaient sur place. Al-Bayoumi a fourni aux apprentis terroristes une forte somme d'argent liquide, un appartement et des cartes d'affiliation à la sécurité sociale. Il les aida aussi à s'inscrire dans une école de pilotage en Floride. Les enquêteurs de la commission bipartisane ont découvert dans le bureau du FBI des liens de financement entre ces pirates de l'air et Al-Bayoumi. Pendant la période où il prit en charge les pirates de l'air, Al-Bayoumi reçut des financements provenant de différents fonds saoudiens, des réseaux de princes richissimes finançant Al-Qaïda, ainsi que des comptes bancaires, c'est de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis à l'époque, donc le prince Bandar, et de sa femme aussi, la princesse Haïfa, qui est la sœur du prince turki bin Faisal, qui était alors à la tête de la Direction générale des renseignements saoudiens, le GID. Ce chèque passait par un compte de la Riggs National Bank de Washington, qui, suite à ce scandale et à ses liens multiples avec des opérations de la CIA, a été obligé en 2005 de changer de nom. Surtout, les enquêteurs de la commission bipartisane ont découvert, en passant au peigne fin de dossier du bureau du FBI, que les 2 pirates de l'air en question étaient connus et suivis par ces agents. Dans son rapport publié en 2004, Bob Graham dénonce le fait que le FBI a refusé à ses enquêteurs d'interviewer cet agent du FBI qui avait pourtant hébergé des pirates de l'air. En 2011, l'équipe d'enquêteurs de ce site que j'ai mentionné auparavant, le Broward Bulldog, a rendu public ses découvertes sur un autre groupe de pirates de l'air, opérant, lui, à Sarasota, en Floride. Summers et Christensen ont découvert que 3 autres pirates de l'air, y compris le chef présumé des opérations, Mohamed Atta, auraient été directement en contact avec une famille de riches saoudiens, étroitement liée à la famille royale saoudienne, installée dans cette ville de Sarasota, en Floride. Il s'agit de la famille Al-Hiyiji, Abdulaziz le père, sa femme Arnou et son beau-père Ezam Ghazaoui. Les 3 pirates de l'air, Atta, Marwan el-Sheikhi et Ziad Jarrah, se seraient rendus de nombreuses fois à leur domicile. L'analyse des communications téléphoniques de ces familles après les attentats a permis d'identifier des conversations avec 11 des preneurs d'otages. Le 30 août 2001, moins de 2 semaines avant les attentats, cette famille s'est volatilisée mystérieusement, quittant précipitamment cette résidence en laissant la nourriture sur la table, des voitures dans l'allée, l'eau coulant dans la piscine et des couches sales dans les chambres. Le FBI avait alerté des liens entre les Al-Hiyiji et les pirates de l'air, avait été alerté par les shérifs locaux et les gardiens de la résidence où vivait cette famille, mais rien de tout cela n'a filtré ou n'a été transmis aux enquêteurs de la commission. Voici donc la nature des preuves qui figurent dans les documents qu'il s'agit de déclasser, et on voit là un certain nombre de complicités évidentes avec le FBI, en tout cas, c'est avec d'autres agences de sécurité américaines. Cependant, les enquêteurs sont persuadés que ces 28 pages ne sont que le tout début d'une véritable enquête qui doit être encore menée, le petit bout d'un énorme iceberg de crimes. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour obtenir la déclassification de ces 28 pages? La première, c'est la résolution HR 428, donc qui doit absolument réussir. Il y a 3 nouveaux élus, ceux qui viennent de l'endosser.
Mais tout est fait pour empêcher qu'elle soit introduite et votée. À titre d'exemple, la résolution HR 758 condamnant la Russie, qui vient d'être adoptée par la Chambre, a été votée 2 semaines seulement après son introduction, alors que la résolution pour obtenir la déclassification de cépage a été introduite il y a déjà plus d'1 an. Il y a aussi une issue administrative à cette crise sur laquelle travaille l'avocat du Breward Bulldog, Thomas Doolin. Après avoir épuisé tous les autres recours, on peut encore faire appel à un panel intergouvernemental incluant des représentants des départements d'État, de la justice, des agences de renseignement et des archives nationales. Ce panel donne un avis à caractère consultatif au président, mais il est connu comme ayant de vues souvent indépendantes, donc il pourrait décider de le faire même cet hiver. Enfin, les familles de victimes avancent aussi sur le terrain législatif. Elles sont à l'origine d'un projet de loi qui s'appelle Justice contre le terrorisme, qui donnerait aux familles le droit d'assigner en justice aux États-Unis les risques financiers des actes de terrorisme sur le sol américain. Et selon nos sources, ce projet de loi pourrait être présenté prochainement en commission au Sénat. Merci de votre attention.